Hello tout le monde, c'est Frankie Tacos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la deuxième interview de la chaîne, et puis quelle interview! Je suis très heureux de recevoir pour la première fois un acteur du sport automobile, qui plus est un pilote professionnel français. On est ce soir en compagnie du pilote Charles Milesi. Tu m'as fait l'honneur d'accepter cette invitation et je te remercie d'être là ce soir pour nous parler un petit peu de ce qui nous rassemble tous en tant que passionnés du sport auto, qui est aujourd'hui du coup ton métier, ta profession. Voilà, tu es pilote professionnel. Oui. Tu as 19 ans. Comment du coup tu es arrivé, toi, à être pilote pro aujourd'hui? Comment ça s'est construit ton parcours? Est-ce que c'est au niveau de la famille? Est-ce que c'est quelque chose où tu es né dedans? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, déjà, j'ai commencé le karting à l'âge de 6 ans, je crois, donc pas chez moi. Donc, moi, j'habitais à Dijon. Mhm. Et mon père, on va dire, lui, a participé aux 24 heures du Mans en 2013. Donc, il a commencé, lui, par du shoot, on va dire. Et il a Ok, toujours aimé, on va dire, le sport auto en général. Donc j'ai, on va dire, entre guillemets, un peu baigné dedans dès le début, ouais, sans que ce soit non plus comment dire, un grand pilote. Il était surtout pilote amateur, il a fait les championnats, donc c'était la V2V à l'époque, donc c'était ok, un championnat un peu européen amateur. Et après, il a pu participer au Mans et en GTE AM, donc c'était d'accord. encore donc 2013, donc avec l'équipe IMSA Performance, donc à l'époque c'était avec Matmut. Avec Porsche? Donc, ouais, c'était avec la bleu, blanc, rouge, Ok, c'était la 67, donc il a participé à ça. Puis moi, je me suis lancé dedans, donc ça c'était 2007, et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire les championnats régionaux, championnat de France, après championnat d'Europe en karting, championnat du monde. Puis après, c'était, on va dire, le grand saut dans la monoplace. d'accord, ok. Tu nous fais l'honneur d'être là parce que tout simplement tu reviens des États-Unis, c'est tout frais, tu Ouais, viens de rentrer. Ce week-end, tu participais donc aux 24 heures de Daytona. C'est donc quand même mm, un gros step en tant que pilote. Qu'est-ce que tu peux nous dire c'est sur sûr. ce week-end rapidement en deux mots? Bah déjà, bon, on va dire que c'était une préparation sur 2 semaines. Donc on a d'abord le ROR qui est, on va dire, une course qualificative. Donc on a beaucoup Mhm. d'essais avant ça pour se familiariser un peu. À Daytona, c'est quand même, on va dire, il y a les 24 heures du Mans que j'ai fait en septembre, ce qui était un peu déjà inattendu. Mais on va dire que c'est, comment dire, le programme se déroule avec l'Aurore, donc c'est une course qualificative, avec Ouais. ensuite la deuxième semaine où il y a encore des essais, et puis la grande course, quoi. Et comme je disais, c'était un peu une course assez atypique avec le banking, parce qu'on n'a pas du tout la même mesure avec les pneus, tout ça. Complètement. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour l'équipe qui aussi était novice là-bas. Donc c'était Racing Team Nederland. Donc avec moi j'avais Guido van der Garde qui était un ancien pilote de F1 qui Pilote a de reçu F1. Caterham. Voilà. Fritz van Aert qui lui est le grand patron de chez Jumbo, donc qui sponsorise, on va dire, beaucoup de pilotes néerlandais, Néerlandais, ouais, ouais. donc dont Verstappen. Et Job Van Uttert, qui lui est un pilote d'endurance et puis qui sera, on va dire, pas un adversaire aussi cette année. Et puis moi, j'ai eu la chance qu'il soit satisfait de mes résultats que j'avais fait, donc ou ma performance au Mans et en European Le Mans Series, la seule course que j'ai fait l'année dernière. À Monza. Et donc vu qu'il cherchait, voilà, à Monza, et vu qu'il cherchait un pilote pour cette course-là, parce qu'on doit avoir un équipage de 4 pilotes, donc un Platinum qui est donc Van der Garde, un gold qui était Job Van Uttert, Ok. et bronze, donc c'est pilote amateur, donc qui est Fritz, et puis il y avait moi en silver. D'accord. Donc vu que je n'avais pas participé à beaucoup de courses en, en endurance, je pouvais pas avoir un classement en gold parce que j'avais pas participé à cette course et que d'ailleurs je n'avais pas fini le Mans. Donc je peux pas avoir un classement à proprement Ok, dit. Donc cette année je tu serai t'étais encore bloqué en silver. silver, c'est Voilà, ça. Pour rappeler, du voilà, coup, si, exactement. si certains ne savent pas encore, en endurance, donc il y a plusieurs catégories de pilotes. Comme le disait Charles, il y a Platinum, du coup, ça va être les pilotes très expérimentés qui ont gagné certaines courses, hein, c'est ça, Hmm. particulièrement. Puis Alors, ensuite, ça en se. Ouais, vas-y, explique. Ouais, alors, je vais expliquer, excuse-moi. Bien sûr. En fait, ouais, Platinum, c'est pilotes qui ont soit roulé en F1 ou qui sont toujours en F1, et qui sont aussi pilotes d'usine. Donc, c'est soit tes pilotes C'est de F1, ça. soit tes pilotes d'usine. Donc, par exemple, tous les pilotes de chez Toyota ou les futurs pilotes de chez Audi ou chez Porsche Ou les ont ex-pilotes, forcément voilà, Platinum. comme tu disais, Audi Voilà, également, tous ceux qu'on retrouve aujourd'hui en voilà, endurance. Ouais. exactement.
exactement. Et ensuite, il y a Gold, qui est. Tu peux être aussi vite qu'un Gold, aussi vite qu'un Platinum en étant Gold. C'est juste que tu n'as pas le titre de pilote de F1 ou Ou pilote pilote d'usine. d'usine, exactement. Ok. Et après, il y a les Silvers, c'est beaucoup de pilotes qui peuvent être, on va dire, semi-amateurs ou des pilotes qui commencent l'endurance, comme moi. Mhm. Et après, il y a les bronzes qui sont les pilotes qui sont, on va dire, à un âge entre guillemets avancé. Hein. Donc, avancé à 40 ans, disons, c'est-à-dire que tu peux être bronze alors que tu peux être aussi vite qu'un pilote gold. Donc, c'est un peu, D'accord, un peu ouais. un classement, C'est on va bon. Il y dire, a différent. certaines Ouais, catégories, voilà, qui sont faites comme ça. Bon, bienvenue à ouais, tous. Hein, si vous rejoignez le live, je vois Alex, Saro, CL16 The Best, Azox, Stormy. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, n'hésitez pas. Du coup, l'avantage avec Twitch, c'est qu'on peut échanger tous ensemble. Si vous avez des questions pour Charles, on les prendra au fur et à mesure et puis on pourra du coup faire un petit point là-dessus. Moi, Charles, du coup, je voulais revenir un petit peu simplement au début et je me suis beaucoup appuyé de ton compte Instagram puisque tu postes énormément de contenu très intéressant hein, pour les passionnés de sport auto. C'est toujours cool un petit peu de merci. voir l'intérieur, ce qui se passe. Je voulais revenir juste sur le début. Tu parlais du karting et cette photo quand tu étais chez Ouais, Tony Kart. Une photo que tu as postée aux côtés de Sébastien Vettel, cette période karting ouais. chez Tony Kart, donc qui est quand même un grand team du karting international. Comment ça s'est passé pour toi dans le sens où est-ce que c'est ça qui t'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui t'a lancé derrière pour la compétition automobile? Mm. Alors, voilà, on va dire que vraiment, on a commencé à se dire qu'on pouvait aller plus loin que le karting. Mhm. Euh, C'était quand j'ai fait les Championnats d'Europe et Championnats du Monde, donc ça c'est Ouais. 2014. Quand tu passes à ce stade-là, c'est-à-dire que tu as le championnat de France. On va dire quand tu roules en France, tu es un peu, je vais pas dire dans une bulle, mais c'est un peu une bulle. C'est-à-dire que tu as beaucoup de teams, mais tu te rends pas compte de comment est la compétition au niveau international. Ok. Et quand tu passes dans ce milieu-là, donc vraiment championnat d'Europe et championnat du monde, c'est vraiment, on va dire, démesuré. Ok. Parce que la première fois que j'ai fait mes essais là-bas, c'était vraiment. Tu avais Tony Kart, tu avais beaucoup de teams d'usine, Mhm. et c'était vraiment avec des Des infrastructures grosses énormes, quoi. structures, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment avec beaucoup de pilotes qui sont expérimentés, qui sont toujours là depuis 20 ans. Tu as des pilotes comme Marco Ardigo qui avait roulé avec Hamilton ou Rosberg à l'époque. Mhm. Ok, oui, donc du Et niveau. donc, voilà, avec du niveau. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu passes dans ce niveau-là et puis que tu commences à plutôt bien réussir, tu peux toujours te dire que tu peux passer à l'étape supérieure qui est la monoplace Bien sûr. ou la voiture en général, et qui est d'ailleurs un monde assez, on va dire, différent du karting. Ouais. Parce que le karting, on va dire, à proprement dit, ça t'apprend les bases du pilotage, mais Ensuite, faut surtout, ça passer va l'étape t'apporter. au-dessus, quoi, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que le karting va surtout t'apporter les bases de pilotage et aussi la bataille en peloton, parce que je suis pas d'Europe, je suis du monde, la bataille, on est plus de 130 C'est pilotes hyper serré en plus, les écarts sont très dans faibles. une. Ah oui, bah Ouais. moi je me rappelle que euh, au championnat d'Europe, à une course, on s'est retrouvé à être dans le top 20 en moins d'un dixième, ce Ok. qui est énorme, et le top 10 était en un demi dixième, c'est Ah ouais, vraiment c'est infime. ouf. Ouais, non, c'est vraiment. C'est pour ça, quand c'est championnat du monde ou championnat d'Europe, c'est vraiment très très serré, même quand t'es loin, tu peux te retrouver 90e, t'es qu'à 5 dixièmes, quoi, ce qui est quand même pas énorme, mais ce qui par contre dans le milieu est énorme, quand tu dis que t'es à 5 dixièmes, t'es vraiment loin, surtout en karting. Et, Bien sûr. donc, après, comme je disais, c'est que ça t'apprend les bases du pilotage, mais après, pour la monoplace ou la voiture en général, le pilotage est tellement différent que c'est pas parce que t'es loin en karting ou t'as pas eu les résultats que tu voulais qu'en voiture forcément Mhm. tu peux être loin quoi. Euh, Donc c'est ça donc après vraiment déjà le côté formateur, il est sur ce côté-là, quoi. D'accord. exactement. Donc après moi j'ai eu la chance de pouvoir aller chez le team d'usine donc Tony Kart donc là Ok. où Schumacher donc Michael avait roulé au début des années 2000 Bien sûr. et après il y a eu aussi Mick. Mick Schumacher, son fils. Il Hein. y a aussi, voilà. Il y a aussi donc Vettel, donc là je suis en photo avec lui. Ça c'était début 2016. Ouais, 2016 Et d'ailleurs, voilà. sur le commentaire. Et d'ailleurs, on peut voir derrière le frère de Sébastien, qui est au Ok. milieu de moi et lui, et à droite, le vieux monsieur, c'est son père. D'accord, ok. Et Toute la famille Vettel était là. voilà, ouais, exactement. Les deux roulaient à ce moment-là.
juste voilà, pour prendre un peu de plaisir. Et donc c'était une expérience sympathique. Qui est d'ailleurs Tu un m'étonnes. gars vraiment, vraiment sympathique, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est très sympa. C'est vraiment un Ouais, gars. c'est ça, très ouvert, j'imagine. Ouais, non, 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 vraiment, il est très ouvert. Tu déconnes avec lui facilement. Excellent. Donc vraiment, ouais, c'est le seul. Maintenant, le seul pilote que j'ai vraiment de F1 que j'ai côtoyé, on va dire, Ok. qui était encore en activité, je veux dire, à l'époque. Et aussi en 2013, j'avais le fils de. Donc, c'est quand j'étais chez Art Grand Prix en Championnat de France. Mhm. Il y avait le fils de Mika Hakkinen, donc forcément, il y avait Mika Hakkinen qui était là des fois. Ok. Et qui, lui, pareil, était un gars aussi vraiment sympathique, hein. Il a l'air en tout cas très Déconne. ouvert, très Ouais. Après, il a toujours le côté un peu finlandais, mais finlandais, c'est voilà, vraiment un gars, voilà. naturellement. Mais Mais, vraiment, mais ah oui, quelqu'un bah, il qui sait arrivait. rester humble et qui. Exactement. Bah, il se trimballait dans le paddock en sandales chaussettes, donc il était vraiment. Voilà, Mika Hakkinen, quoi. Voilà, On n'est pas exactement. surpris. Du beau monde, nous dit Exactement. Alex. Ça réagit bien dans le chat en plus ce soir. Merci Stormy, merci Arnaud qui ont lâché leur petit sub, ça fait plaisir. Ça t'a permis du coup, ça c'est une question que je voulais poser un petit peu plus tard, mais en même temps pourquoi pas y aller maintenant. Allez, pour partir un petit peu sur le côté plus fun, plus léger, la plus grosse resta, on va dire, le plus haut niveau que tu aies pu rencontrer du coup au cours de ta carrière. Alors là tu me parlais de Sébastien Vettel, peut-être que c'est lui, ou alors est-ce qu'il y a justement Ouais. quelqu'un d'autre qui t'a plus marqué encore en rencontre dans le monde du sport auto? Bah, je pense que tu vas venir aussi avec une autre photo, c'est celle de Mike Tyson, je Alors celle-là, pense. alors je l'ai pas prise, mais en effet je l'ai vue tout à Ah l'heure, mais on va oui, pouvoir, ouais, c'est vrai, j'ai vu celle-là avec, c'était à ouais, Vegas, ouais, c'est ça? ouais. C'était à Vegas pendant une course de karting en fait. Donc j'étais avec mon père qui lui est aussi un grand fan de boxe Ok, et moi aussi j'adore la boxe. d'accord. Et donc on a eu la chance, on se baladait, c'était je crois après les essais parce que sur cette course à Vegas, en gros il y avait les essais le matin et l'après-midi tu faisais rien du tout. Et on se baladait qu'on était au César Palace et là on voit Et donc vous avez Mike croisé Mike Tyson. Tyson comme ça? Alors, pas comme ça, mais c'est-à-dire qu'il faisait des autographes donc, le lendemain, donc on s'est dit, bah attends, on va y aller, donc Bah tu m'étonnes. fallait prendre une réservation, tout ça, et donc, vu que c'était bientôt l'anniversaire de mon père, on a voulu lui faire une surprise, Ah, et le puis petit du coup, plaisir, bah tu m'étonnes. voilà, il y avait Mike Tyson, et puis donc ça c'était sympathique, on l'a vu pendant 2-3 minutes, puis alors vu que c'était après les attentats en France, là, du 13 Mhm. novembre, bah, il a voulu faire des photos en plus, tout ça. Ouais, c'est cool. Donc c'était fort sympathique. Et après, je suis très content de ça. Et après, en autre pilote que j'aurais pu croiser, j'ai pu croiser Verstappen une fois, mais vraiment, c'était vraiment Vettel qui est vraiment pu. Ouais, Voilà, Sébastien Vettel qui t'a le plus ouais, marqué, ouais. peut-être dans la qualité de Et ouais, l'échange en fait que vous avez pu avoir aussi. ouais, il y a eu ça aussi. Après, j'avais pu voir Ricardo donc à Monaco en 2018. Je l'ai vu celle-ci aussi. Ouais, et j'ai pas vraiment parlé avec lui, mais au premier abord, c'était un gars aussi qui est sympathique, hein. Bah, Il, je pense il qu'on peut était dire sans là, problème que c'est l'un des pilotes les plus populaires aujourd'hui dans le monde du c'est sport auto, sûr. dans la Ouais, F1. aujourd'hui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, bah, ça, c'était la cérémonie donc, de gala après Monaco, donc pour tous ceux qui avaient gagné Monaco dans leur catégorie. Ouais, bah, on va y Et venir en plus, hein. ouais, c'est sûr. On va y venir Et naturellement, donc, comment ne pas en ouais. parler? Et d'ailleurs, donc j'ai aussi une anecdote. Alors, j'ai pu voir Jean Ragnotti avant ça, qui est venu me voir sur la grille avec qui, alors j'ai la photo, mais bon, je ne l'ai pas envoyée. Mais, ouais, j'ai pu parler avec lui pendant 2-3 minutes et il était vraiment sympa. Et donc là, la deuxième anecdote qui était franchement sympa, c'était avec Jackie X. Ok, Donc c'était juste avant qu'on rentre dans cette pièce-là, qui est venu en toujours à fait Monaco me donc. voir. Toujours à Monaco, ouais, juste avant la cérémonie avec Ricardo. Et donc, il vient me parler, tout ça, puis on commence à échanger. Et bon, lui, il parle français, je parlais français. Mhm. Et il veut me parler on a parlé peut-être pendant 5 minutes, mais qu'en anglais, c'est-à-dire qu'il pensait que j'étais pas de nationalité.
Et il y avait mon manager qui était à côté, et puis à un certain moment, il lui dit: «Non, mais vous savez, vous pouvez parler français, hein», il fait français, donc voilà, j'ai parlé pendant 5-6 minutes avec GKX en anglais, puis après on avait parlé en français un peu, mais Ouais. vraiment, lui Ah, aussi, tu m'étonnes. il était vraiment sympathique. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis même toi, j'imagine, t'as Non. Jackie qui vient de causer en anglais. Bon, tu cherches pas, tu Ah réponds oui, en oui, anglais, oui. quoi. Tu... Ah oui, oui, ah oui, je me suis dit, mais sur le moment, je me suis dit, mais alors il est flamand. Je me suis dit, alors il Oui, est flamand, c'est pourquoi pas pas, ok, possible. Ouais, ouais. ouais. Ouais, c'est ce que je me disais à l'anglais. Bah, comment il parlait anglais avec l'accent, je me suis dit, bah non, il est forcément belge français, donc Excellent. bah ouais, non, c'était vraiment sympathique, ouais. Ezox demande dans le chat si à Daytona, t'as pu voir Jimmy Johnson. Ouais, je l'ai croisé 2 fois. Ok, Je peux pas lui parler. Par contre, j'ai parlé avec Simon Pagenaud ok. pendant une bonne trentaine de minutes. Vainqueur des 500 miles Euh, 2018, hein, pour ceux qui ne savaient pas. ouais. Et qui m'aidait aussi pour quelques choix que je pourrais faire cette année, peut-être un programme aux États-Unis l'année prochaine. Donc Ah voilà, j'étais en oui. contact avec lui. Ouais, ouais, j'étais en contact avec lui depuis 3-4 mois Ok, et puis on attendait de se voir donc à Daytona. J'ai aussi pu très bien. parler parce que on était souvent en déplacement et puis on voyait. J'étais souvent avec Guido, donc Van der Garde. Mhm. Et puis forcément, des fois, on se retrouvait à parler aussi avec d'autres teams. Et puis, moi, on parlait avec Robert Kubica, et qui est aussi un gars vraiment sympa. D'accord, Et ouais, bon, aussi très... pour l'anecdote, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Guido s'est fait des implants capillaires. Et, et du coup, il déconnait là-dessus. Puis bon, j'étais là, tout ça. Puis au bout d'un moment, il y a Guido lui dit: ouais, pour les filles, tout ça, faudrait peut-être que si t'en fasses. Il dit: ah non, non. Il dit: comment j'ai eu trop de chirurgie ces dernières années, donc on va arrêter un peu là. Puis il dit: de toute façon, moi, au fond où j'en suis, il faudrait que je coupe toute la tête. Alors, il était. Ah non, vraiment, c'était. énorme. Ça m'a fait bien rire. Ouais, c'était vraiment le début de la course. C'était à, je sais pas quoi, à 45 minutes du début. Ah ouais, détente totale, Donc, quoi. ouais, Zéro ouais, ouais, détente pression. totale. Ouais, ouais. Non, non, zéro pression. Ouais. Ah, Non, vraiment génial. sympa. Génial, Ouais. excellent. C'est bien, du coup, enfin, des rencontres comme ça, je pense que ça va être vachement important. Et puis, de voir que, du coup, des pilotes avec, on va dire, un tel passé et de l'expérience Mm. comme ça puissent, voilà, Ouais, partager un peu tout ça, ça doit faire du bien un peu, parce qu'on parle c'est ça. souvent un petit peu de ce monde très, très fermé, très serré. Et je pense qu'il est quand même déjà beaucoup Mm. plus ouvert en endurance, hein, du fait de partager les baquets, tout simplement. Ouais. Mais ça doit être des expériences super cool à vivre. Ah oui, oui, non, vraiment. Après, je n'ai pas pu faire, on va dire, dans le monde de la F1 avec la F3 ou la F2, ce qui d'ailleurs était un choix, on va dire, que j'ai fait de ne pas aller dans ces catégories-là. Voilà, Euh, mais vraiment, je dirais que l'endurance, c'est vraiment un monde beaucoup plus ouvert que la que le monoplace. monde que la F1 en général, Ouais, bien avec sûr. les catégories qui l'entourent. Déjà d'une part parce que il y a beaucoup, c'est quand même médiatisé, mais c'était beaucoup moins médiatisé. L'accès, on va dire, avec les autres teams, c'est pas, on va dire, c'est pas échanger des informations, C'est pas aussi ça arrive fermé, souvent. quoi. C'est voilà, il y Non, a non, du c'est pas aussi partage. fermé, voilà. Voilà, il y a une certaine limite au niveau technique, mais par contre, pour dire voilà ce qu'ils font et tout comme ça, c'est beaucoup plus ouvert. Mhm. Et, euh, et donc après, il y a ouais, sur beaucoup de choses où vraiment c'est sympa, quoi. Ok. Ça retombe un petit peu sur la question qui est posée dans le chat, à savoir est-ce que tu as toujours Ouais. voulu faire de l'endurance ou est-ce que au départ, et je pense comme 80, enfin beaucoup, une grande majorité des pilotes, Mm. est-ce qu'à la base l'objectif c'était la Formule 1 ou alors toi dès le départ, non, tu savais que c'était l'endurance vers quoi tu voulais te diriger? Non, moi, au début, c'était forcément la F1, ça a toujours été la Naturellement, F1, même je pense que toujours. voilà, c'est à Même, mon avis c'est même, la base de tout, voilà. tout pilote, hein. Ouais, même toujours actuellement, la F1, c'est toujours un certain rêve, mais Bien sûr. euh, le problème qu'il y a actuellement, c'est que la F1 est un monde très très fermé. Alors là, on rentre plus dans les détails un peu en interne, mais actuellement, pour accéder même à la F3, on peut y aller. J'aurais pu y aller, hein, Mhm. j'aurais pu participer à la F3. Après, moi, ce que j'avais pas envie personnellement, c'était de se retrouver au milieu du peloton Ouais. où c'est sûr que tu peux faire des podiums, tout ça, mais pour moi, personnellement, j'ai toujours été là pour faire quelque chose. Jouer la Vraiment, je win. pouvais me battre pour quelque chose. Voilà. Jouer la win, parce que je sais que j'en suis capable et que en Formule Renault, tout ça, c'était ma première année.
et qu'on a réussi à faire très belles choses. Certains trucs de mon côté, je n'ai pas été irréprochable, qui a fait que je n'ai pas pu arriver dans le top 3, même si j'ai fini 6e, je crois, du championnat. Donc sur ta première année de Formule Renault, c'est ça? Ou sur la deuxième? Ouais, j'ai fini 6e avec... Non, j'ai fait qu'une saison en Formule Renault, en Eurocup, et donc j'ai fait 2 victoires, 3-4 podiums et 2 pôles. Notamment celle-ci à Monaco qu'on voit justement. Voilà, exactement. Qui, je pense, pour le moment, ma plus belle victoire. Donc en étant rookie, on ne pouvait pas espérer beaucoup plus, malgré le niveau qu'il y avait, parce qu'il y avait aussi d'autres rookies à cette époque-là. Il y avait Logan Sargent, il y avait Victor Martins, Oscar Piastri. Des pilotes qu'on retrouve voilà, en F3 et en F2 aujourd'hui. Actuellement, exactement. Donc du coup, c'était un choix personnel, parce que quand j'ai voulu, au début on parlait pour aller en FIA F3, la porte pour les top teams était pratiquement bloquée. C'est-à-dire que par exemple pour Prema, Prema, faut être absolument chez dans la un Ferrari driver, bah ouais. Ou avoir roulé avec Prema avant, c'est-à-dire qu'en F4 ou en F3 régional ou des trucs comme ça. Sinon, à part ça, c'est impossible. Puis pareil, les budgets, par exemple, pour aller chez Prema, naturellement, ouais, en voilà. F3, je peux donner des prix, hein. Clairement, je m'en fous. Bien sûr. 1,5 million de la saison. Ok, waouh. En F3, on parle de F3. Pour cette course, ouais. Pour 6 courses, moi, je crois que c'est 6 courses, c'est 1,5 million. Incroyable. Donc là, tous les pilotes qu'on voit actuellement, ils déboursent 1,5 million. Après, avec les sponsors, tout ça, ça peut aider. Mais, quand on entend Jean Alesi vendre sa F40 pour faire rouler Giuliano en F2, voilà, c'est malheureusement les sacrifices qui doivent être consentis, quoi. C'est sûr, les F2, les prix varient entre 2 millions et 2,5 millions, quoi. Si vraiment on veut être dans le top team, c'est 2,5 millions, quoi, on va dire. Donc, si on veut être chez Prema ou Art, ça doit être moins cher, mais par exemple, Art Grand Prix sont à peu près aux alentours des 1 million d'euros en F3, quoi. Donc, donc techniquement, voilà, c'est-à-dire qu'en plus, si c'est pas pour forcément jouer le championnat, à un moment tu te poses la question naturellement, quoi. C'est pour ça, après, tu peux aller dans d'autres teams. Après, personnellement, on aurait pu aller chez Art Grand Prix, hein, mais le souci qu'il y a, c'est que quand tu vas dans des teams moins bons, c'est toujours, on va entre guillemets, cher. Et le problème qu'il y a, c'est que tu fais une année entre guillemets de figuration, quoi. Ouais. Alors, je ne pas ce terme-là, mais bon, tu finis 2e du championnat, voilà, tu ne te montres pas. Complètement. Après, si tu veux aller plus haut, faut finir au moins dans le top 3 ou faire dans le top 5 dans la première saison. C'est ça le souci qu'il y a. Et après, faut se dire qu'aussi le but de mon côté, c'était aussi de devenir pilote professionnel, donc de pouvoir être payé. À un certain moment, il faut prendre une décision de se dire, c'est soit je continue en F3, en F2, à se dire... c'est ça, il faut quand même que l'investissement soit rentable à un moment, quoi. Ouais, exactement. Et c'est pour ça, c'est vraiment, il faut prendre une décision. Et après, il y avait l'endurance. Moi, l'endurance, j'ai toujours adoré ça. Le Mans, tout ça, c'était toujours été un rêve. Et la compétition en endurance est aussi très bonne. Déjà, tu as un certain esprit d'équipe, c'est-à-dire que tu n'es pas tout seul dans une voiture et tu ne reposes pas que sur toi. C'est pas du tout la même philosophie de course. Ça met un peu de temps à s'adapter à tout ça. Même si maintenant ça se rapproche plus à un sprint que complètement. Donc voilà, comme je disais, à un certain moment, il faut prendre une décision. Moi, j'ai fait le choix de partir en endurance pour le moment, parce que l'année dernière j'ai fait la Super Formula, mais la Super Formula, le souci qu'on avait, c'est que forcément il y a eu le Corona qui s'est mêlé à tout ça. Complètement, oui, c'est ça. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être pris par Honda l'année dernière, qui payait en partie de la saison, et on avait un sponsor qui pouvait nous aider, donc c'est pour ça on a pu aller là-bas, qui est un championnat. Donc maintenant les Super Formula, ça va plus vite que les F2, c'est plus vite que les F1 de 2016. C'est ça, oui. Pour y revenir du coup dans la suite, tu as fait la Formule Renault Eurocup, et ensuite derrière tu es parti en F3 au Japon pour ensuite sauter le pas sur la Super Formula, où comme tu dis, je pense, c'est les monoplaces les plus puissantes avant la F1 à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, oui, c'est ce qui, après la F1, est le plus vite.
Et je pense que je ne sais pas quand est-ce qu'ils remettront une nouvelle Super Formula, mais je pense qu'avec les F1 2022, la Super Formula pourrait être même plus vite que les Formule 1. Ah, tu penses plus Effectivement, rapide que celle de l'année prochaine avec le changement technique? c'est possible, parce Ok. que avec les pneus qu'il y a en F1, avec les Pirelli, je sais pas où est-ce que ça va nous mener. Quand on voit actuellement la F2 qui se conduisent plus comme des GT que des monoplaces, Mhm. euh, de ce qu'on m'a dit. Et la Super Formula l'année dernière, donc sur Suzuka, on était à 4 ou 5 secondes des F1 Ah ouais. de 2019. Donc c'est-à-dire que secteur 1, là où il y a tous les S, on était à 8 dixièmes de la pole de Vettel, donc dans le secteur 1. Et par contre, où la Super Formula perd, c'est-à-dire qu'il y a 400 chevaux de moins que la F1. Donc forcément, En tu peux VMAX, oui, t'es pas un faire petit peu grand-chose. plus. Voilà, en T'es VMAX, limité, il n'y a pas de mais. DRS non plus. Il n'y a pas de DRS non plus. Donc, Ouais, c'est vrai. pour dire, les F1 font 750 kg, 1000 chevaux. La Super Formula, elle en fait 620, 630 pour 660 chevaux à peu près. Ah, c'est quand même un gros Donc, monstre. La première fois que tu dois monter ouais, dedans, ouais. ça doit être quelque chose quand même. Ah oui, oui, ah oui, oui, surtout qu'il y a un turbo dessus qui est hallucinant, Ok. qui est, alors de ce que m'avaient dit les ingénieurs, qui est encore plus imprévisible que les gros B, donc pour dire. Ah. Ouais, D'accord, ouais, donc là, ouais. c'est quelque chose qu'on Ouais, voit, c'est ah certain. oui, ah oui, ouais, ouais. Et donc nous, on n'a pas de on n'avait pas de couverture chauffante, rien. Donc c'est-à-dire que quand tu pars, qui fait 10 Aucune couverture degrés, chauffante en Super Formula? non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. On avait Waouh. le droit uniquement pour la dernière course à Fuji de faire chauffer les pneus avec avec des tentes chauffantes. Ok. Mais même avec ça, il faisait 2 degrés, c'était pratiquement impossible de rouler. Dans le premier tour, Waouh, bah facile tu de m'étonnes, sortir. mais c'est. Ouais, Oui, ouais. c'est objectif, ne pas spin et ne pas mettre la voiture dans le mur, quoi, Ah oui, mais. exactement, ah, exactement, exactement, Oh là exactement. là. C'est quand tu sors le premier tour avec la voiture, c'est Ça doit être l'enfer. tu pries, hein. Ah non, Tu m'étonnes. tu pries clairement parce que comme je disais, le turbo est tellement prévisible Mhm. que des fois, tu as l'impression que tout va bien et tu es en troisième dans la ligne droite et d'un seul coup, tu peux avoir l'arrière de la voiture qui peut partir si les pneus sont trop Jusqu'en forts. troisième. Donc, Tu peux. ouais, jusqu'en troisième, bah moi j'ai réussi à patiner jusqu'en quatrième, hein, pour dire. Waouh, ok. Ouais, donc ouais, gros Ouais. défi, Ah, gros défi ah oui, oui, avec cette monoplace. Mais je avec cette pense un voiture, plaisir. ouais, Enfin, t'as peut-être ouais, entre guillemets en monoplace eu voilà l'une des meilleures avant la F1, quoi, clairement. exactement. C'est sûr que en sensation, on peut se prendre donc 5G et demi dans les virages. C'est-à-dire que comparé à la F1, en virage, on peut se prendre autant de G, Hmm. donc on peut pratiquement avoir autant de vitesse dans les virages rapides. Par contre, la F1 où elle fait la différence, c'est sur les freins. C'est-à-dire que les pneus sont. Au Japon, ils avaient une philosophie différente, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se prendre plus sur latéral qu'en longitudinal. Ouais. Donc on pouvait se prendre qu'à 4G. Donc sur les freins, on va dire que les F1 peut potentiellement freiner à la vitesse où ils arrivent, au même point que nous, voire plus tard. D'accord, ok. Donc C'est là où ça fait la différence sur le point de Par contre, dans freinage. les virages rapides, ouais, sur les virages rapides, par contre, c'est assez proche, quoi. Ok, c'est excellent parce que sur la Super Formula, enfin, elle était quand même très réputée, enfin, elle l'est toujours d'ailleurs sur ce point-là. C'est pas pour rien que des pilotes comme Pierre Gasly Mm. sont allés se faire les dents là-bas, mais à ce point-là, c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a une question Non, qui est ouais, revenue ouais. plusieurs fois dans le chat. En termes de circuit, et peut-être que justement c'est au Japon où tu as pu trouver ça, il est demandé quel est pour toi ton circuit préféré, le circuit sur lequel tu as pris le plus de plaisir et potentiellement pourquoi. Je pensais au Japon puisqu'ils ont énormément de circuits, on Mm. va dire à l'ancienne, beaucoup plus voilà, beaucoup Ouais. plus piégeux que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est quoi du coup toi ta Sûr. track référence? Et ben, tu l'as actuellement sur ton Autopolis live, c'est Autopolis. au Japon, ok. Autopolis, vraiment très très bon circuit. Et après, vraiment, celui qui, on va dire, est très très compliqué, c'est Sugo, doit être sur une autre vidéo sur mon compte aussi. Ok. Qui sont vraiment deux circuits que j'adore. Et on va dire en Europe, ce serait Silverstone. Par contre, j'ai horreur de Spa-Francorchamps. Ah ouais? Pour plusieurs raisons. Ouais, pour plusieurs raisons. Dis-nous. Ouais.
La première, c'est que j'ai fait mes premiers essais en monoplace là-bas, sous la D'accord. pluie. Donc déjà pour me mettre en confiance, Ouais, c'est pas l'idéal, j'imagine. C'était quoi comme c'est pas monoplace? l'idéal. C'est la Formule Renault. J'avais D'accord. fait un essai là-bas, c'était quand? C'était en 2017, bah, avant 2018 quoi. Et avant le championnat en Formule Renault. Et donc les premiers tours, ça fait un peu bizarre. Et après aussi, je m'étais sorti dans le raidillon une fois, sous la pluie aussi, mais plus tard, dans un autre essai qui était, je crois, 2 mois plus tard. Ok. Et aussi, j'ai eu dans le virage avant Pont, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le go juste avant Pont. Ouais, ouais. Dans après l'épingle, je ne sais plus comment il s'appelle non Je plus. pense que dans le chat, on va pouvoir nous le dire Euh, rapidement. On a un pilote ouais, belge qui n'est pas bien du tout du fait que tu dit que Spa-Francorchamps n'était pas ton ah, circuit préféré. Donc, désolé. Je respecte qu'on adore ce circuit, mais moi, avec tout ce qui m'est arrivé, je pouvais pas. Et donc, dans ce virage-là, j'ai eu une rupture de colonne de direction, donc ah oui. 140 dans les pneus. Ouais, ouais. Oh. Ouais, donc j'ai fait, ouais, c'était en essai, donc j'ai fait une petite commotion cérébrale. Ouais, Donc, rien que ça. ouais, donc c'est pour ça. Puis pareil, au niveau, on va dire, résultat, il ne m'a jamais Il t'a pas porté porté. chance, quoi. Voilà. C'est. Non, non plus, donc c'est pour ça. Peut-être que quand je vais revenir en endurance, que j'ai la course, peut-être que là je me dirai, ah oui, il est quand même bien, mais Tu reviendras sur pour le le live pour moment, nous le dire en tout cas. exactement, ça marche. Du coup, le gauche, apparemment, ce serait soit le virage de Bruxelles, soit corner picker, apparemment. Le gauche avant Pouhon. Ouais, alors ça, je crois que c'est Bruxelles. Je crois qu'à même avant il s'appelait virage GX, je suis pas sûr. Peut-être que je me D'accord, trompe non ok. plus. On peut nous le dire de toute façon dans les commentaires si j'ai une connerie. Complètement. Donc, donc cette expérience au Japon avec la Super Formula, un grand plaisir en termes de pilotage. Malheureusement, Ouais. tu le disais, année Covid, donc ça a quand même bien coupé la saison. Tu as pu participer à 4 manches sur 3 Grands Prix, c'est ça? Oui, j'ai pu participer donc alors c'était 3 Il y a meetings eu et Autopolis, Suzuka et Fuji, c'est ça? et Fuji. Ok. Ouais. Et à Suzuka, il y avait 2 courses dans le week-end. Alors ça, justement, Donc j'ai j'avais noté, pu. sur la deuxième course, tu finis devant, et alors ça quand même c'est pas rien, devant Kazuki Nakajima et Kamui Ouais, Kobayashi. Et alors je voulais ouais. savoir, parce qu'on parle du coup de deux pilotes qui ont voilà, un palmarès exceptionnel, Ouais, qui ont ouais. gagné en endurance, qui ont piloté en Formule 1 Mm, chez Williams pour Nakajima, chez Sauber pour Kobayashi. ouais. Est-ce que c'est, j'imagine, ces luttes en piste, ou du moins ce partage de la piste avec ces pilotes-là, ça t'a apporté en termes d'expérience au niveau de la gestion, voilà, tu parlais du karting et du trafic, du peloton, des batailles. Mm. Est-ce que en monoplace, ces batailles-là contre des pilotes très expérimentés, ça t'a apporté quelque chose? Alors, en direct, je dirais que celui qui m'a plus apporté, c'était plus mon coéquipier. D'accord. Donc c'était Matsushita qui était beaucoup plus expérimenté, qui a fait de la Formule 2. Oui, Et complètement. aussi Sergio, c'était Camara. Ok, oui, Alors, il bah n'a pas pu également. faire de course avec moi, mais voilà. Mais on va dire que directement, ce que ça peut t'apporter de se battre contre des pilotes comme ça, ou d'être devant ces pilotes-là, j'étais très content. À Suzuka, donc, donc la vidéo que tu montres actuellement, j'avais fait, je crois, troisième C'est ça, en troisième en Q2 Q2. et en Q3, on n'avait plus de pneus neufs, donc j'ai fait Aïe. sixième ou septième, donc sans pneus neufs. Mais j'ai quand même réussi à être devant Kobayashi sur cette qualif-là. Et C'est pas rien. ça t'apporte surtout, voilà, c'est sûr, ça t'apporte surtout au moral de se dire que tu peux être aussi vite qu'un pilote qui était en F1 et comme quoi aussi que les pilotes qui sont en F1 sont sûrement les plus complets, mais on va dire qu'en vitesse tu peux retrouver des pilotes, Tu peux on va trouver des dire, pilotes plus en rapides. endurance. Voilà, c'est pas parce que tu es en F1 que tu es forcément Bah, le plus oui, grand pilote de tous les temps. on sait bien que sur la grille aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas les 20 meilleurs pilotes au monde. Ouais, Ça, c'est sûr. c'est Surtout, maintenant aussi est ouais. fait, mais c'est comme ça. Après, ça a toujours été le cas. Hein. Ça a Comme tu toujours été le disais, cas, c'est le c'est jeu de la sûr. Formule 1, c'est aussi Mm. des budgets à avoir, mais oui, c'est vrai que c'est toujours un peu rageant de se dire qu'on n'a pas sur la catégorie reine les 20 meilleurs pilotes au monde. C'est certain. C'est sûr, même le problème surtout c'est que maintenant il n'y a plus assez de place en F1 et Mhm. je pense que même d'ici les 2 prochaines années, il y a des pilotes qui par exemple vont se retrouver sûrement un peu en attente parce qu'ils ont le potentiel pour aller en F1
mais ils ne pourront pas y aller parce qu'il n'y a pas assez de place, quoi. Bah, quand on voit des pilotes comme Kalou Mailot sur la F2 Ouais, c'est sûr. qui pourraient passer le cap, ouais, c'est toujours embêtant. Mais comme ça le dit dans le chat, bien sûr, il y a une autre donnée qui rentre en compte, hein, c'est l'argent, et que là, malheureusement, ça a énormément d'importance. Sur cette année... Vas-y, bien sûr, pardon, excuse-moi. Oh, pardon. Comme je dis, après, par exemple, moi, nous, financièrement, on n'est pas du tout à plaindre, hein. Enfin, je me le cache pas, et on va cacher de ce côté-là. Bien sûr. C'est juste qu'à un certain moment, on va dire que dans le sport auto, il y a des choix intelligents à faire. Ouais, il y a des choix intelligents à faire, mais aussi, de toute façon, tu es toujours le pauvre de quelqu'un. Donc actuellement, forcément, tu vas voir des gars comme des équipes et des trucs comme ça qui seront beaucoup plus financièrement beaucoup plus à l'aise, donc ils pourront aller beaucoup plus loin. C'est toujours ça, hein. Tu as même des pilotes actuellement, hein, qui ont fait du karting avec moi, qui aussi étaient vraiment très bons, mais à cause financièrement ils pouvaient pas aller plus loin. Alors pourtant c'est quand même de très bons pilotes, mais ils ne peuvent pas aller plus loin, quoi. Et c'est ça qui est à un certain moment limitant, mais ça a toujours été le sport auto. Et je dirais que le problème qu'il y a actuellement, c'est que il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il y avait beaucoup plus de sponsors, dont les cigarettiers, c'est ça, l'alcool, bah oui, tout ce qui a été interdit en sponsoring, hein. Exactement, où il y avait Elf aussi, donc Total, qui prenait pas mal de pilotes à l'époque. Et aussi, il faut pas oublier que les budgets ont commencé à pas mal augmenter à un certain moment, à partir du milieu des années 2000, surtout en partie avec il y a eu beaucoup de Russes qui se sont investis, ou de riches fortunés qui ont commencé à mettre beaucoup d'argent là-dedans. Et ça a tiré vers le haut tout ce... les budgets, tout ça, ont commencé à augmenter, et ça fait que ça commence à exploser de plus en plus, surtout en karting. En karting, si tu veux faire un à l'international, actuellement, c'est, on va dire, dans les 400 000 euros, quoi. Donc 400 000 pour le karting, 1,5 million pour ne pas gagner en F3. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup, quoi. Il y a un moment, c'est sûr que voilà, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions, et je pense que, comme tu le dis, quand on veut devenir pilote professionnel, qu'on a l'opportunité de le devenir, l'endurance, quand en plus on sait qu'on peut gagner, je pense que c'est le chemin naturellement qui suit. Si on revient du coup en effet sur l'endurance, donc année 2020, tu devais faire un programme en Super Formula au Japon, qui a en partie capoté à cause du Covid, mais tu n'es pas resté sans rien faire, loin de là, puisque tu as quand même participé aux 24 heures du Mans. Alors ça, comment c'est tombé tes premières 24 heures du Mans? Alors, c'était, on va dire, mi-août à peu près. Ok. Je me rappelle parce que c'était 3 semaines avant la course. Ouais, voilà, donc j'allais dire en plus, parce que le Mans était décalé. Normalement, c'était en juin, et cette année, c'était en septembre à cause du Covid. Et donc c'est tombé 3 semaines avant, on était en discussion, il cherchait un pilote pour Le Mans, parce qu'un pilote ne pouvait pas le faire à cause de son sponsor avec le Covid. Terrible. Parce qu'il y a beaucoup de sponsors en fait qui veulent venir sur les courses, et vu que cette année c'était beaucoup l'année dernière c'était beaucoup dans une bulle, et que c'était en tout petit comité à huis clos, quoi. À huis clos, voilà. Les sponsors, tout ça, ne pouvaient pas venir. Et donc du coup il y a certains sponsors qui ne voulaient pas sponsoriser, donc nous on a eu l'opportunité d'avoir ça grâce à quelqu'un qui était Anthony Beltoise, qui est mon parrain sportif. D'accord. Et donc il est le fils de Jean-Pierre Beltoise. S'il est nécessaire de le préciser, voilà. Oui, voilà. Bien sûr. Et donc il m'a trouvé ça avec Graph Racing. Donc après je suis allé donc en LMP2. Il y avait en LMP2. Donc juste après ça, je suis allé à la course du Paul Ricard. Donc c'était les 4 heures du Paul Ricard en ELMS. D'accord. Donc avant le Mans, ça Avant le Mans, c'était fin août. Donc c'était le 25 août, un peu comme ça. Ok. Et donc je suis allé directement là-bas pour voir un peu comment tout se passait, parce que j'avais pas d'expérience du tout en endurance. Ni avec les LMP2, j'avais fait une demi-journée d'essai avec Racing Team Nederland 2 ans avant. Donc c'était vraiment tout nouveau pour moi, c'était pas du tout la même philosophie d'approche. Surtout, c'est pas comme si je me préparais à faire une course de 4 heures en endurance, c'était vraiment je me préparais pour faire les 24 heures du Mans,
qui est la course à gagner, donc forcément, il faut avoir Bien tout sûr. parfait, tout calé, et vraiment, ça allait être compliqué de pouvoir être complètement, Oui, on va t'as dire, pas eu une dedans. préparation optimale Non, de ce fait, mais après non, parce j'imagine que, que c'était quand même ouais, une opportunité à pas louper, quoi. c'est sûr. Et normalement, on devait avoir 2 semaines avant ça les essais euh, du Mans, Ok. qui viennent toujours 2 semaines avant la course. Malheureusement, bah, ça s'est annulé avec le Covid, donc tout était en 4 jours. C'est-à-dire qu'on avait Ça a été hyper en 5 condensé, jours. ouais. Voilà, c'était très condensé, donc c'était mercredi, jeudi, et il y avait encore le vendredi où il y avait encore des essais. Mhm. Et donc c'était vraiment compliqué de pouvoir tout mettre en place. Donc j'ai fait un essai après le Paul Ricard, au Paul Ricard. J'ai fait D'accord. une journée d'essai pour vraiment prendre en main la voiture, Voilà, être un peu sur cette journée équipé. d'essai, c'était vraiment t'imprégner de l'environnement de la voiture, de les Voilà, exactement. procédures, les ingénieurs, tout ça, Exactement. j'imagine. Ouais. Voilà, exactement. Donc ensuite, il y avait après à refaire un baquet, parce que j'ai fait un baquet Aïe. provisoire qui est en mousse polyuréthane, là. Mhm. Et après, tu as un autre système qui est utilisé majoritairement, c'est un système à billes, qui évite d'avoir des sortes de plis avec la mousse. Donc D'accord. quand t'es vraiment à l'aise dans la voiture pendant 24 heures, quoi. Ouais, oui, Et c'est un peu négligé sur le confort, enfin, mine de rien, oui, pour être au ouais, top. exactement. Et donc après, ben, venait la semaine de la course. On était confiant. Après, sûr que j'étais pas préparé sur beaucoup de points. C'est pour ça que j'allais devoir, on va dire, apprendre tout très vite. Ok. Euh, donc c'était pas forcément en pilotage, parce que le pilotage, au moins, on peut pas vraiment le récupérer. Et on savait que ça allait être vraiment que pendant la course que j'allais vraiment être en pleine confiance sur le circuit au bout d'un certain temps de roulage. Donc j'avais pas beaucoup de temps de roulage pendant les essais. C'était ta Avant la course, j'ai dû première course faire. d'endurance? Les 24 heures? Oui, ouais, les 24 heures, c'était ma première course d'endurance. Ouais. Ouais, donc Ouais, oui, t'as tout attaqué à par le fait. plus gros Ah oui, oui, morceau pour commencer, ah oui, quoi. oui, C'est... exactement. Ouais, c'est sûr. Ah oui, oui. Ouais, mais l'avantage qu'il y avait, c'était qu'il n'y avait pas de public, donc il n'y avait pas de médias, tout ça. Donc c'était vraiment Oui, ça dans permet une bulle. de... Ouais, Ça permet, ouais, d'être beaucoup dégager un moins. peu de pression. Ouais, voilà, exactement. Et donc, c'était beaucoup plus facile de se mettre là-dedans avec la course. Et donc, avant la course, j'ai dû faire peut-être 20 tours dans la voiture, 25 tours. Ok. Sur le Mans, sur le circuit fait 14 km. Bah, sur une course Donc classique, t'en fais 390, 400, quoi, ouais, sur les ouais, 24 heures. c'est sûr. Et donc là, bah, c'était vraiment que pendant la course que j'ai pu vraiment apprendre le circuit. Donc, je sais plus combien de tours j'ai dû faire dans la voiture, mais pareil, ça doit. Je sais pas exactement combien ça doit voisiner. Comment ça s'est Mais passé pour toi, justement, cette gestion? Parce que, donc, première course d'endurance, on attaque par les 24 heures, gestion de la nuit, donc le ouais, coucher du soleil, le lever du jour, la luminosité ouais. qui change, la fraîcheur. Comment ça s'est... donc, en plus, avec enfin, voilà, avec une voiture que tu étais peut-être encore en découverte, en fait, clairement, quand t'es parti avec. Comment ça s'est passé pour toi? Tu t'es senti au fur et à mesure à l'aise? T'as senti un moment qu'il fallait que tu pousses ou justement t'étais un peu sur la réserve Mm. parce qu'il fallait pas faire l'erreur? Comment t'as géré ça? Alors, vraiment, tout le long des essais, ou même pendant la course, c'était vraiment essayer de pas faire d'erreur. Donc, en endurance, on garde toujours un peu entre guillemets, une marge Mhm. pour pas être complètement à la limite. C'est-à-dire qu'il faut être à la limite sans être à la limite. Et après la nuit, bizarrement, au Mans, je n'ai pas eu vraiment de soucis. Ok. Parce que le circuit est très bien éclairé et il y a eu forcément 1 ou 2 tours d'adaptation pour retrouver d'autres points de repère. Mais ça n'a pas été non plus, j'étais pas non plus perdu. Donc de ce côté-là, ça allait. Et j'ai fait beaucoup plus de tours sous la nuit que pendant le jour, Mhm. pendant les essais. Donc quand je suis arrivé pendant la course, moi j'ai commencé de nuit. J'ai fait principalement toute la course pendant la nuit. Ok. Donc j'étais vraiment à l'aise là-dessus. Par contre, tu vois, à Daytona, c'était un peu différent. Il n'y avait pas les mêmes éclairages. Au début, c'était plus compliqué pour moi pendant les essais, parce que forcément, pendant la course, on ne pas rouler. Ouais. Mais voilà, après, c'était vraiment prendre de la confiance au fur et à mesure, les- même pendant la course. Et c'était vraiment au petit matin où c'est là où il faut vraiment pousser, parce que à partir de ce moment-là, c'est là où tu peux avoir beaucoup de problèmes techniques.
Et c'est à partir de moment-là que tu sais que tu es vraiment en pleine confiance à la voiture et que tu peux vraiment, vraiment y aller fort, quoi. Hmm. CLCS te dit que tu as fait une superbe course pour tes premières 24 heures. Et Jérôme Meunier enchaîne avec la question que je vais te poser, la gestion du trafic. Il dit doubler les GT, est-ce que c'est un problème conséquent pendant les 24 heures? Voilà, justement, cette gestion du trafic. Est-ce que c'est pas ça, au final, peut-être le plus dangereux sur cette course? Mm. Bah, déjà, merci de me dire que j'ai fait une belle course. Non, alors le trafic, on va dire qu'il faut prendre des risques, mais toujours en fait, quand tu veux doubler par exemple une GT, alors par exemple il y avait les GTE AM, Mhm. elles c'est assez facile de les doubler parce qu'il y a beaucoup de pilotes amateurs et ils ne jouent pas, on va dire, leur vie dans la voiture. Par contre, quand c'est les GTE Pro, les GTE Pro sont capables de se mettre au milieu de la piste pour pas que tu passes. Par exemple, je peux donner des endroits avant le tertre rouge, donc entre les S du tertre et le tertre rouge, Mhm. les GTE Pro pouvaient se mettre au milieu pour pas que tu passes. Aussi entre Indianapolis et Arnage, vous pouvez se mettre au Ouais, milieu pour pas que tu passes. Donc avec les GTE Pro, il fallait vraiment faire très très attention ok. parce que clairement les pilotes d'usine ils jouent un peu leur vie dans la voiture et clairement si tu as un contact avec eux, c'est plus la LMP2 qui va avoir mal que la GT, quoi. D'accord. Euh, donc c'est C'est ouf. vraiment avec les GTE Pro où il faut vraiment faire très attention. Oui, alors que la différence de vitesse est quand même assez conséquente et que, Ouais, enfin, ouais. normalement, il n'y a pas de souci, mais c'est plus sur le comportement en piste qu'il faut se méfier, quoi. Ouais. Bah, surtout dans les endroits où c'est un peu, il n'y a pas beaucoup de vitesse et que du coup les GT peuvent relancer plus ou moins de la même façon. Ouais, Donc vraiment, comme je te disais, c'était entre les S du tertre et le tertre rouge, donc dans la petite ligne droite, et entre Indianapolis ouais, la sortie et d'Indianapolis, ouais. Arnage. La sortie d'Indianapolis et Arnage, Ok. où ça pouvait être très compliqué, quoi. Ouais, c'est limite, faut profiter des Porsche ou de la Dunlop où vous avez plus de vitesse Voilà, en rapide, en virage rapide pour les doubler, quoi. exactement. C'est ouf. Ouais, alors après, dans les S-Porsche, au début de la course, tu peux doubler à l'extérieur. Par contre, plus la course Avec la arrive, gomme. plus la course passe avec la gomme qu'il y a Ouais. sur l'extérieur, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc aussi, tu peux perdre la voiture, donc il faut prendre beaucoup de considération là-dedans. Et c'est pour ça qu'il fallait vraiment, comme je disais, apprendre tout ça très vite et vraiment essayer de rester sur la piste le plus long. Bah, de rester tout simplement sur la piste. D'accord, ok. Bon, malheureusement, du coup, première 24 heures qui à 30 minutes près n'ont pas pu se terminer Ouais. avec l'accident de ton coéquipier James Mm, Allen. mm. Comment vous, enfin, dans ces moments-là, j'imagine, c'est pas simple de blâmer un coéquipier. Le fait de devoir partager le volant, ça responsabilise tout le monde, mais ça va être quand même quelque chose d'assez compliqué à gérer, ça, non? Alors oui, on va dire que James, entre guillemets, n'a pas vraiment fait d'erreur. C'est que, on va dire, l'erreur a plutôt été commise par l'autre coéquipier, Vincent Capillaire. Ok, Donc, je ne ferai pas beaucoup de commentaires d'accord. sur lui parce que, voilà, On va pas s'épancher, le but enfin, c'est pas de te créer des problèmes, ouais, t'inquiète, non, de toute façon, Pierre, ça roule, je m'en fous, t'inquiète. mais bon, voilà, enfin, on va dire qu'on était bien au début de la course, il a fait une erreur, et c'est-à-dire que ce pilote, je ne pense qu'il n'est pas sur ce live-là, mais peut-être ceux qui sont au Mans, qui habitent au Mans, ou quelque chose comme ça, puis qui connaissent Vincent Capillaire, bah, on va dire que c'est, pour résumer en une phrase, c'est fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que euh, il a fait une erreur en début de course dans son premier relais et qui a Mhm. fait que euh, on a perdu le fond plat. Enfin, on avait un gros trou dans le fond plat Ok. pendant pratiquement toute la course. Et ce qui s'est passé, c'est que James, lui, quand il est arrivé dans le virage, il y a, je crois, une autre partie du fond plat qui s'est arrachée et qui a fait que du coup, il a perdu tout l'appui. Ah oui, Plus ou oui, moins dans donc la là de toute course. façon il n'y a rien Donc, à. bah tiens, on voit Vincent Capillaire à cet endroit-là qui attend. Et donc, du coup, Là il n'y a rien à faire, clairement. bah non, là, il n'y avait rien à faire. Et en plus, après, lui, en fait, son casque a tapé le volant. Donc, il était faire des tests, tout ça, Ah au oui, début, non, ils mais. avaient peur qu'il ait fait un traumatisme crânien. Et donc voilà, après, moi, j'ai pu faire ce que je voulais faire, c'est que j'ai pas fait d'erreur pour ma première course, c'était le plus Bah oui, important. voilà, c'était clairement J'ai ça à retenir, bien sûr. voilà, j'ai eu un très bon rythme, donc j'étais très content de ce côté-là. Puis on finit pas la course, bah, au bout de 30 minutes, il restait 30 minutes, on était quatrième, je crois, mais
Mais après, je retiens plus de positif que de négatif. Oui, complètement. Au moins, j'ai pu participer à cette course-là. Et je pense que cette année, on y reviendra et on essaiera cette fois-ci de la terminer, puis peut-être de la terminer de la meilleure des façons. Ah bah, j'espère pour toi, bien sûr. Ensuite, tu as enchaîné avec les 4 heures de Monza, et du coup, avec cette fois Ouais. un gros résultat, puisque vous avez eu sur la piste, mine de rien, la 3ème place, avec le team Dragon Ouais, Speed USA. ouais. Malheureusement disqualifié à cause le Oui, contrôle technique, hein, tout simplement, c'est ça, hein, ouais. Oui, derrière. bah, c'était un truc vraiment bizarre. Une hauteur de diffuseur pour 6 mm, j'ai vu moi sur. Oui, 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 parce que normalement, en fait, ils ont changé, je crois, de ce qu'on m'avait dit, parce qu'ils roulaient principalement en IMSA, Ok, c'est le championnat d'endurance américain. américain. Et, ils étaient venus au Mans cette année donc, pour faire la course, et ils voulaient faire ensuite, je crois, une autre course, donc le LMS, à Mhm. Monza. Et donc, la hauteur entre au Mans et l'IMSA était la même, sauf que pour Monza, pour le LMS, elle avait été différente, ils n'avaient pas été informés de ça, donc du coup, la hauteur Oh, terrible. de 6 mm a été. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il y avait sur la partie arrière du train, avec le capot et donc le fond plat, en fait, ça bougeait comme ça, et il y avait un jeu, et donc le jeu faisait que s'il y avait trop de jeu, bah, ça faisait une différence de hauteur, et normalement, Pour la ça. différence de hauteur ne devait. Voilà, la différence de hauteur ne devait pas être aussi importante en ELMS Qu'en qu'en WEC IMSA. ou en IMSA, ouais. Ouais, voilà. Ouais. En Ok. web, je crois que c'est peut-être la même chose, mais au Mans, c'était la même. D'accord, ok. Ouais, bon, Voilà. c'est bon pour 3 fois rien, mais l'essentiel sur ce genre de course, j'imagine, c'est vraiment bon, le résultat en piste, c'est ça qu'on retient. Mm. Sur 4 heures à Monza avec ce team, c'est quand même un gros Mm. résultat, quoi. Bah, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'être après pour ça. Donc, je pense que tu vas en parler après pour Daytona. Ben Donc, voilà, c'est la suite logique ensuite, le ouais. Racing Team Mm. Netherlands qui du coup te choisit pour venir piloter les Mm. 24 heures de Ouais. Daytona qui étaient ce week-end. On le rappelle, le résultat, hein, malheureux, Ouais. un abandon au bout de 2 heures avec la voiture. Qu'est-ce que tu m'en parlais un petit peu avant le live, tu peux peut-être nous expliquer plus en détail ce qui s'est passé justement, pourquoi vous avez dû abandonner après 2 heures de course. Alors, on a eu malheureusement donc, Fritz, donc, un de mes coéquipiers, qui est d'ailleurs le patron de chez Jumbo, donc, a perdu la voiture. Alors, on ne sait pas vraiment exactement ce qui s'est passé. On pense sûrement que c'est peut-être dû à l'huile ou à une casse de suspension, qui n'était pas assez importante pour qu'on le voie, et qu'ensuite on a remarqué quand la voiture est repartie. Mais donc avant ça, il y avait la voiture, donc la high class, donc, il y avait Kubica dedans qui a cassé leur boîte de vitesse. Et donc il y a sûrement eu de l'huile, donc il a perdu la voiture. Et après, sur la LMP2, pour mettre la marche arrière, on doit descendre les rapports et monter les rapports en même temps, et avec l'embrayage forcément. Et à force de faire ça, il y a donc quelque chose dans la boîte qui a cassé, qui a fait que du coup l'huile ne circulait plus dans la boîte. Et ensuite, ça a créé une surchauffe. Et pour éviter que ça surchauffe et qu'on casse la boîte, on a préféré s'arrêter et retirer la voiture de la course. D'accord, ok. Elle sera engagée sur tout le championnat IMSA, cette numéro 29 ou pas? Non, non, ils venaient que pour Daytona, et eux, D'accord. ils font le WEC cette année. Ok, il se concentre sur le WEC. Ouais, D'accord. ouais. Et alors j'ai loupé la question de Jérôme juste avant sur les GT simplement. Les amateurs et les pros ont une identification différente, ils demandent. Ouais. C'est ça, Oui, ouais. Elles sont. il y a derrière sur la voiture en général avec les numéros, il y a marqué donc en GTE AM, donc il y a AM derrière en orange. Et pour les pros, bah, c'est en vert avec marqué pro derrière. Sur toutes les voitures, c'est marqué pro quand elles sont en GTE Pro. Et donc on les identifie à ça, pardon. Et c'est principalement Donc, sur l'équipage que ça change, c'est qu'il y a une histoire de gold, de silver, platinum, les pilotes dont on parlait tout à l'heure, c'est ça, hein? Ouais, après les pros, c'est que les équipes d'usine. Donc il y a Porsche Team, il y avait les Ford GT à l'époque, Mhm. les BM, tout ça. Donc là-dedans, il n'y a que des pilotes pros. Donc c'est que des Gold, bon, enfin Gold ou Platinum, je ne sais pas exactement ce que c'est en GT. Et en AM, donc tu as deux pilotes amateurs donc, qui sont bronze, ou je crois que tu peux avoir un silver, Ok. et un pilote pro. Mais le pilote pro, en général, il se passe pas grand chose quand ils sont dans la voiture. Enfin, tu sais pas vraiment. Par contre, quand c'est vraiment dans la catégorie GTE Pro,
Euh, Quand tu vois le pro, c'est-à-dire que derrière avec le pare-choc arrière, tu sais tout de suite qu'il faut faire attention. Oui, tu parlais de la défense, que Quand c'était voilà, un voilà, pilotage différent voilà, qu'un pilote voilà, amateur, quoi. exactement. Tu sais, de toute façon, tu le sais tout de suite. Ils vont tout de suite commencer à arriver s'ils commencent à voir que tu veux tenter quelque chose, ils vont tout de suite se mettre au milieu. Et, ils n'auront pas peur d'aller au contact parce que eux, même s'ils perdent un bout de pare-choc, ça n'impacte pas la performance de la voiture. D'accord, ok. Oui, c'est sûr que c'est pas la même importance au niveau des dégâts. T'as eu la même chose Non. à Daytona avec les GT Le Mans et GT Daytona, c'était un peu la même chose ou Daytona, c'est un peu différent parce que quand tu es dans la partie intérieure du circuit, tu peux pas vraiment doubler. Ouais, Donc, tu sais que tout de suite, tu peux pas y aller, tu peux pas doubler ou quelque chose comme ça. t'attends le banking, quoi, Il y vraiment. ouais, c'est vraiment dans le banking. Après, on avait certaines voitures qu'on savait que eux, ils étaient assez rudes sur leur défense. Ils n'avaient pas peur d'aller au contact. Euh, donc vraiment, après, en général, c'est soit tu les doubles dans la ligne droite ou sur le banking, mais quand c'est dans les virages, en général, t'attends et c'est la seule chose à faire, quoi. Des Ok. fois, c'était possible de faire l'extérieur, mais c'était assez Ouais, compliqué. voilà, faut pas. Comme on Et disait tout à l'heure, c'est une ouais, course d'endurance, donc faut pas non plus tenter le diable. exactement. Il faut surtout ramener la Voilà, voiture, quoi. C'est ça c'est sûr. l'objectif. Après, Euh, en continuant du coup avec le Racing Team Nederland, toi sur l'année 2021, du coup ton programme, comment il se caractérise? Est-ce que tu vas continuer un petit peu entre le LMS, le WEC? Comment ça va se goupiller pour toi? euh, alors, pour le moment, je peux pas dire grand-chose. Tout ce que je peux dire, c'est que mon contrat va bientôt être signé. Ok, Je peux pas dire c'est une bonne avec quel nouvelle. team. Voilà. Par contre, ça sera sûrement en WEC. Ok, Euh, très bien. donc, voilà. Je peux pas donner On d'indice va parce que pas, ça t'inquiète, c'est. on va pas chercher Ouais, non, plus, mais c'est voilà. déjà très bien que D'ici, tu puisses. ouais, non, mais d'ici une semaine, je pense que Ça ça devrait sera déjà prochainement sorti arriver, sur les quoi. réseaux sociaux. Donc, ouais, ouais. Mais donc un Donc, programme sur la saison entière? oui, oui, sur la saison entière Très bien. en WEC. Et donc, voilà, je suis assez content de ça. Et surtout avec le team avec lequel je vais être et qui aussi peut déboucher quelque chose aussi sur l'avenir. Bah Donc, voilà, naturellement, est-ce qu'il y a voilà, un voilà. objectif 2022 derrière avec le retour Euh, en hypercar ou en LMDH des constructeurs? oui, il peut y avoir ça derrière. Oui. C'est possible. C'est possible. C'est possible, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, c'est super cool là-dessus. Merci. Bah, on Merci. espère que ça va déboucher, on va suivre ça avec attention. Est-ce que tu pourras jouer la win au général ou pas? Est-ce que ça peut nous donner une indication sur la Euh, catégorie? Au général, cette année, non. Parce que ça sera en LMP2, quoi qu'il arrive, Ok, d'accord, cette année. cette année. C'est pour le futur, on ne sait pas vraiment. Mais, mais clairement, c'est gagné en LMP2, hein, ça c'est l'objectif clair avec les L'objectif, pilotes ok, qui sont gagnant en LMP2. vraiment. Ah oui, oui, ah oui, oui, clairement, c'est vraiment cet objectif-là. Et même le Mans, hein, Donc voilà, une ça sera participation au Mans clairement. cette année, c'est assuré, c'est bon ça. Voilà, voilà. Et Excellent. donc on vise vraiment la gagne cette année. Je pense on n'a pas complètement l'équipage qui est complètement complet là, D'accord. plusieurs raisons, mais vraiment pour le moment ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Bon bah très bien, bah, on va suivre ça quand même parce que c'est quand même une chose très très importante et puis on espère pour toi que tu pourras en effet voilà, réussir à avoir une saison complète sans pépins, sans trop de galères, que les courses Ouais, puissent se dérouler et voilà, espérer jouer la win, ça ce serait cool. On va c'est sûr, c'est on va sûr. finir gentiment avec la petite partie fun, un petit peu, on va dire un peu plus light, un peu plus légère. Ça peut peut-être un peu suivre le pilote dont tu rêverais être le coéquipier à l'heure actuelle. Ce serait qui? Tout championnat confondu. Vas-y, tu peux faire allez, tu peux faire une team. T'as 4 pilotes, toi t'es dedans, il t'en reste 3, tu mets qui? Euh, alors, même on prend des pilotes de F1. Allez, on y va, on met tout le monde. Ouais, d'accord. On met tout le monde. Alors, déjà, je pense que je prendrai Simon Pagenaud. Ok. Euh, je pense qu'ensuite, euh,
Je pense pour l'expérience, l'intelligence de course, tout ça, je pense que je prendrais Tom Christensen Ok, ouais, d'accord, Mister Le Mans. aussi. Voilà. Et en dernier, qui on pourrait prendre? CL16 propose capillaire. Hum, Je suis pas certain. Capillaire. Ouais, non, 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 De ce que non, j'ai non, compris, on va non, pas je prendre pense pas. capillaire. Non, 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 on va pas prendre capillaire, malheureusement. Mais euh, Un je petit. pense qu'on va prendre. Un pilote Ah, finlandais c'est dur, parce qu'ils ont, pour le par contre, fun, ils ont un Kimi plusieurs pilotes. Raikkonen, qu'est-ce que Ouais, tu prendrais? ouais, Kimi, pour le Team Spirit, quand même, je sais pas si ce Ouais. serait exceptionnel. Mais, Ouais, mais pour l'after ah, race, pour ça peut être l'after party, intéressant, ouais, ça, hein. ouais, c'est sûr. Ça peut être Allez, c'est cool. sûr que pour le fun, allez, on sait qu'il va faire le job dans la voiture, donc on va prendre Kimi Raikkonen. Allez, Puis Kimi, on compte c'est sur la lui valeur pour le. sûre. Voilà, c'est sûr. Donc le super team Charles Milesi, Simon Pagenaud, Tom Christensen et Kimi Raikkonen. Ça, franchement, ça ferait. Voilà. Ça, c'est la win au Mans, c'est obligé, c'est assuré. Ça sera- c'est sûr, c'est sûr. Excellent. On finit avec un petit tu préfères. Je pense que tu dois avoir les petits commentaires dans le chat emplis de bienveillance et je pense que c'est entièrement justifié, Charles. On va finir avec un petit tu préfères. Ok, ça te va? Cash comme ça. Ouais, vas-y, Je t'envoie les trucs et réponse instantanée. Ok? ça marche. Gagner les 24 heures du Mans ou être champion du monde de F1. Moi, je suis pas du monde de F1, sûr. Ok. Audi ou Peugeot? Euh... Audi. Ferrari ou Mercedes? Ferrari. Ferrari. Et bon, du coup, lui, c'est con, j'ai déjà la réponse. Du coup, c'est pas Francorchamps ou Suzuka. Malheureusement, Ah, nos amis belges, je crois que on va dire. c'est On va fini dire pour Suzuka, Spa. quoi. On va dire Suzuka. Ouais, Et du coup, Autopolis, hein, on note en extra quand même. Il faut absolument que j'aille ouais. m'informer un peu sur cette track, un peu voir, parce que c'est pas forcément les circuits les plus réputés en Europe. On les connaît pas forcément tous au Japon, mais il faut que j'aille regarder un petit peu, voir à quoi il ressemble, parce que, Ouais, comme tu le dis, il est vraiment sympa. Ouais. Il a beaucoup de dénivelé, on le voit pas trop sur les vidéos, mais il a pas mal de dénivelé. on va essayer d'aller voir ça. Juste pour finir, parce que le seul moyen de voir ça, c'est le sim racing. C'est quoi, toi, ton regard sur justement le sim racing? On a vu, ça s'est pas mal développé là très récemment. Il y a eu les grands prix virtuels, les Mhm. F1 e-sport, et même un Ouais, peu plus ouais. général. Il y a des simulations qui deviennent très poussées avec des jeux comme Assetto Corsa, iRacing. J'écoutais Romain Grosjean cet après-midi qui disait qu'il s'entraînait sur iRacing pour découvrir les grands prix en IndyCar. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé de te servir justement du sim racing, de ce genre de contenu pour voilà, essayer d'apprendre un peu les circuits ou trouver des repères? Ou pas du tout? Ah oui, oui, ça arrive très souvent, même pour Daytona ou pour Le Mans, pour prendre quelques sensations, pour les prendre en repère, tout ça, c'est toujours efficace. Ok, sur quelle plateforme? Moi, c'est plus Air Factor, Air Factor, ouais. Air Factor 2, Assetto Corsa. Ok. E-Racing, j'ai un peu touché, mais ça m'a pas vraiment plu, pour plusieurs raisons, mais vraiment, si je veux prendre des repères sur un circuit, c'est vraiment Air Factor 2 en général. Ok, très bien. Donc comme quoi, ouais, les pilotes pros peuvent s'inspirer de ces simulations pour commencer, voilà, à avoir des repères. Et on est arrivé à un niveau aujourd'hui qui devient intéressant pour vous, euh, pour vraiment se familiariser avec des tracés, quoi. C'est sûr, ouais. Et il permet d'avoir beaucoup de, comment dire, Air Factor a beaucoup de possibilités à offrir pour les circuits, tout ça, donc c'est quand même un très bon atout, et quand c'est très bien réglé, c'est vraiment assez proche. Quand tu as des setups, tout ça, les bons setups, par exemple pour Le Mans, j'avais un setup pour les LMP2 de Air Factor, et ça se rapprochait beaucoup pour les points de À ce repère. point-là, excellent, waouh. Ouais. Quand t'as vraiment alors quand t'envoies la voiture comme ça sur le circuit avec le réglage standard d'Air Factor, c'est un peu bizarre, c'est pas vraiment les mêmes sensations. Par contre, une fois que t'as réussi à avoir le bon setup, du coup, comment envoyer, forcément, tout de suite, ça marche beaucoup mieux. Après, moi, personnellement, j'ai jamais été. J'adore, par exemple, faire
faire du sim racing juste comme ça, ou même F1 ou Oui, des trucs comme ça. pour le fun, quoi. Mais, mais ouais, par contre, tout ce qui est course, tout ça, c'est quelque chose où je ne suis pas déjà de base très très fort. Donc ça fait que quand je fais la course, tout ça, je suis un peu plus là pour faire la course, juste pour rouler, quoi, on va dire. Ouais. Donc, puis j'arrive pas, on va dire, c'est bizarre à dire, mais j'arrive pas à avoir la même concentration sur le simulateur que dans la voiture. C'est vrai que dans la voiture, t'arrives vraiment par exemple, dans le sim racing, je vais faire des erreurs que je ferai jamais dans la voiture. C'est pour ça que je pense que les sim racers, où ils ont vraiment une différence avec les pilotes en général, c'est ils arrivent vraiment à être précis à chaque instant et être tout le temps, par exemple, ils savent qu'ils doivent passer là, ils le feront. Dans la répétition Alors, de voilà, la exactement. mécanique, quoi. Ouais. Exactement. Et c'est pas du tout vraiment sur la même chose, parce que nous, quand on est sur d'ailleurs, je parlais avec quelqu'un avant Daytona là-dessus, avec un ingénieur qui avait fait les setups, tout ça pour, euh, pour les 24 heures du Mans virtuel. Ok. Il disait que, par exemple, nous, les pilotes, même quand on est dans le simulateur, on va toujours prendre une référence avec la voiture. Par exemple, ce qu'on ressent dans le volant, si on a trop de sous-virage, trop de sur-virage. Alors que contrairement aux sim racers, eux, ça va être plus ça va être la fluidité. Par exemple, si ça commence à laguer avec l'écran, ils vont tout de suite le remarquer et ça va être ça qui va les pénaliser, et pas forcément comment se comporte la voiture. Alors D'accord, que nous, ok. ça va être complètement l'inverse. Par exemple, un lag qu'on va avoir à un certain moment qui peut te pénaliser, bah, ça on le verra pas, ou on va pas vraiment faire attention là-dessus. Et nous, ça va vraiment être vraiment tout sur tout ressenti avec la voiture, avec tout ce qu'on fait, quoi. Voilà, ouais. Mais toi, tu vas Donc, rester focus c'est en fait vraiment. sur d'autres choses. Mais c'est la partie, je pense, qu'on peut pas transposer du sim racing à la réalité naturellement. Non, C'est là la non, barrière qu'on non, rencontre, non, bah quoi. c'est sûr. Oui, 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 c'est sûr. Et comme je dis, on n'a pas vraiment la même. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment la même approche, parce que eux c'est ça, ou nous c'est ça. Et moi, quand je suis dans le simulateur, je vais tenter des choses que je ne ferai pas en vrai. Hmm, c'est le Par but. exemple, si je me dis j'ai envie de passer, ouais, oui, si j'ai envie de passer à fond les S de Suzuka, je vais essayer, quoi. Mais on sait comment C'est ça va pour ça que je pense terminer. c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas la même, euh, on n'a pas la même euh, philosophie quand on va sur le simulateur. C'est-à-dire que je pense que si on avait la même concentration qu'on a dans la voiture, on serait beaucoup plus rapide Hmm, et bien beaucoup sûr, plus ouais. constant. Mais je pense que c'est vraiment compliqué pour nous, surtout quand tu fais ça, on va dire entre guillemets occasionnellement, de se mettre là-dedans, quoi. Ok, ok. Ouais, c'est là, oui, la Mm, petite barrière. mm. Mais c'est intéressant de voir quand même que vous arrivez à utiliser justement maintenant ces plateformes, ces jeux qui sont, on va dire, si bien modélisés en Mm. termes de physique et au niveau des tracés pour prendre des repères, quoi. Ouais, Ok, ok. ouais, Super. On va s'arrêter là. Je vais te libérer, Charles. Je te remercie vraiment pas de pour souci. la qualité de cet échange. Merci à C'était toi. un vrai plaisir. Je pense que aussi il y a eu beaucoup de mots sympas dans le chat. On espère le meilleur pour toi, vraiment. On va suivre la nouvelle. Merci On attend ça beaucoup. la semaine prochaine, hein, bien sûr. Ouais, Et puis voilà, on espère que plein de bonnes choses cette année, une année enfin sans petits pépins, sans accroc, une saison complète sans problème. Et en espérant te voir au Mans, hein. On espère ça surtout, une victoire. On y croit. bon, j'espère aussi, hein. Ah ouais, je pense que dans les deux, allez, on va dire dans les 2 prochaines semaines, on devrait avoir une annonce, je pense. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, ce sera sur les réseaux. Puis voilà, je remercie tout le monde aussi pour le chat, hein. Je commence un peu à regarder ce qu'il y avait, donc je remercie tout le monde. Ouais, Puis merci à toi aussi Jérôme, pour l'invitation. CLC, bah merci, Ouais, moi c'est un grand plaisir et je te remercie pas d'avoir de souci, accepté cette pas de invitation. souci. Merci Charles et à Pas très de bientôt souci. j'espère. Bon De rien, courage et de tout le rien. meilleur pour la suite. Merci, Ciao ciao. merci beaucoup. Salut.